Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde et salut JP. Et pour ce nouvel épisode du podcast, d'ailleurs enregistré, là, vous allez voir avec un petit délai par rapport à... en fait, notre habitude étant le lundi, là, on commence à étirer un petit peu. Là. Comme vous le savez, c'est l'été, c'est la sortie de pandémie. J'étais bien occupé ce week-end et malgré la saison estivale, j'ai un petit rhume de cerveau. Donc vous excuserez ma voix qui est déjà de nature très grave, mais qui aujourd'hui va sentir un peu grave, congestionnée. Donc pardonnez-moi pour ça. Mais merci d'ailleurs Gab d'avoir proposé deux sujets, ça a été très utile. Deux bons sujets d'ailleurs, on s'entend, on ne manque pas d'actualité présentement. Chaque jour est marqué par un sujet qui serait quand même assez constant, donc on va l'effleurer en première partie et en deuxième partie, vous allez voir, on va extrapoler un petit peu sur d'autres choses. Mais effectivement, beaucoup d'intérêt, beaucoup de discussions de marché, donc Gab, je te passe la parole là-dessus là, pour un épisode qui est teinté là, de l'axe très, en bon anglais, downward qu'on observe d'une journée à l'autre et qui effectivement, là, on voit plus rouge présentement, malheureusement, dans les marchés. Avec ce qu'on voit effectivement en ce moment, c'est clair que ça donne pas très envie d'investir, mais bon, évidemment, tout ce qu'on parle, vous le savez dans l'épisode, est pour la dernière fois d'ailleurs de la saison 4 du podcast. Petit disclaimer, évidemment, tout ce qu'on parle, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On s'invite toujours à prendre contact avec un expert, conseiller financier, avocat fiscaliste, planificateur financier. Quiconque aussi est autorisé à vous émettre les dites recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous les meilleurs profils, les meilleurs placements disponibles pour votre profil de placement personnel. J'en profite et encore une fois vous remercier pour votre fidélité, en tout cas pour la saison 4. Je veux dire, on est très satisfait. Je le dis à chaque semaine, hein, mais vraiment, je suis toujours très impressionné de voir vos écoutes et de voir que c'est en progression. Bon, malgré que parfois, d'ailleurs, on le voit en ce moment un peu avec l'été, ça baisse très légèrement, mais ça reste très satisfaisant. Donc, merci encore pour votre écoute. Et je sais qu'en plus, vous reviendrez dans quelques semaines pour réécouter les épisodes en retard. Donc, en tout cas, merci à vous pour votre fidélité. On est avec vous depuis, en tout cas, le premier épisode qui était il y a quasiment en fait 2 ans en fait. Donc Absolument. ça va pas être. Je crois pas qu'on est pile sur l'anniversaire du podcast. Parce que je pense être la semaine Ça semble bien, c'est prochaine. dans la vingtaine, il faudrait que je retrouve la date exacte, mais c'était la vingtaine dans les 20 quelques juin, effectivement, de Ouais. l'année 2020. Là. Voilà, avec évidemment les semaines de 52, parfois 53, évidemment ça peut se décaler là, mais bon, ça c'est pas très grave, mais pour vous dire qu'évidemment, on vous remercie évidemment pour votre écoute. Deux sujets, je dois t'avouer, oui, qui m'ont été pas mal inspirés par ce qu'on vit depuis le début de la semaine. On sait que avec vendredi les annonces de la CPI, donc de l'inflation américaine, les marchés sont un peu en dégringolade et je te propose, JP, si tu le souhaites, de commencer l'épisode avec le premier jingle. Effectivement, donc lançons le premier segment, le haut son de la cloche classique. Parfait. Donc, effectivement, là, on veut amorcer en décortiquant un peu le concept qu'on n'aime pas entendre et l'animal qui, dans les marchés également, on n'aime pas trop croiser, mais on veut parler du concept là, de bear market et se questionner un peu sur, tu sais, on se retrouve pour certains indices dans un bear market, je vais l'expliquer sous peu, là, mais c'est de voir est-ce que c'est quelque chose qu'on peut attendre pour les prochains mois ou pour les prochains trimestres. Là, on sait, pour vous donner l'information, là, un bear market concrètement sur un indice, par exemple, si on parle du S&P 500, serait une baisse là, de 20% de l'indice par rapport à son haut historique le plus récent pour une période là, soutenue de temps. Un bear market, encore une fois, peut se refléter là, sur la majorité, en fait sur tout indice. C'est sûr qu'on va surtout l'observer là, sur les indices principaux. Donc on veut parler du Dow Jones et le S&P 500, on va parler du S&P TSX également, le CAC 40, dépendamment bien évidemment là, de la zone géographique. Mais c'est quelque chose qui est présentement prouvé. Là. Il y a plusieurs indices. Je pense que le S&P 500 vient de tomber d'ailleurs là, dans un bear market. Et c'est de voir un peu, les bear markets ne sont pas nécessairement des excellents indicateurs de quelle va être la performance des marchés pour les mois à venir. On l'a vu il y a 2 ans. Là, on a vécu un bear market assez fulgurant
autour de avril 2020. Et on se rappelle très bien que par la suite, c'était la fameuse logique de buy the dip, le rally buy the dip. Là. Les personnes qui achetaient fin avril ont eu par la suite une croissance quand même assez phénoménale pendant 2 ans. Et le rattrapage, si on peut dire, ou la sortie de ce bear market-là a été à la fois le bear market le plus rapide pour certains indices américains, mais également la sortie du bear market et le retour au fameux bull market, un animal que j'apprécie beaucoup plus que l'ours, notre cher taureau. Qui était effectivement fulgurant. Donc, c'est sûr qu'un bear market ne veut pas dire grand-chose dans un contexte, à mon avis, et là, on a un place au débat en deuxième partie, mais je le soulève déjà, là, mais je pense que dans un contexte de crise sanitaire, c'était pas surprenant que les bear markets soient de courte durée. Présentement, ce qui se passe avec l'inflation, ce qui se passe avec les actions des banques centrales, ce qui se passe en Ukraine, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, on le répète presque à chaque épisode, je vois quelque chose d'un peu plus systémique. Donc, je vois l'entrée en bear market présentement en ce magnifique mois de juin 2022 comme étant un indicateur de peut-être qu'on va avoir un bear market plus conséquent, plus significatif, plus similaire à ce qu'on peut vivre dans des périodes de crise financière, entre guillemets. Alors qu'une fois, je mets des astérix et des apostrophes. L'avenir n'est pas prouvé, l'avenir, on ne le sait pas. Mais une crise économique ou peu importe pourrait être plus conséquente avec le fait que on est dans des enjeux qui sont systémiques pour la finance et pour l'économie mondiale, à mon avis. Bah, ce qui est un peu, évidemment, significatif en ce moment, c'est les tendances, on l'a bien dit dans les dernières semaines, qui sont liées à la stagflation, donc c'est ce phénomène, comment dire, où l'économie, le PIB réel, donc c'est-à-dire après augmentation des prix, reste plat, voire négatif, et où il y a un taux d'inflation assez élevé, voire un phénomène de récession dans certains pays, notamment dans la zone euro. Je pense que c'est évidemment le driver principal, comment on pourrait dire ça, driver, mais l'origine, on va dire, du mal qu'on connaît en ce moment depuis quelques semaines. En fait, depuis le début de l'année, et je dois t'avouer, on n'est pas au début de nos surprises, en tout cas dans ce contexte économique-là là, qu'on est en train de vivre. C'est très difficile en ce moment de prédire et même d'acheter tout simplement des stocks, parce que le stock market ne va pas bien. Le bond market ne va pas mieux. Je regardais des statistiques ce matin pour être tout à fait précis, qui montraient qu'en fait que le stock market, on le sait bien, il a perdu quasiment 22%, puisque là on regarde au niveau du S&P 500, mais il a perdu sur la plupart des places boursières dans le monde. Tu vois, le Nasdaq, n'en parlons même pas, il perd quasiment 31%. On sait que sa surpondération en titre techno l'aide pas vraiment non plus. Le Dow perd quand même 16%, alors qu'il est considéré comme quand même d'habituellement plus conservateur, même si son calcul, on en a déjà parlé 50 fois, est différent par rapport au S&P 500, ce qui fait qu'il n'est pas, c'est pas un indice parfait, le Dow Jones, en termes de valeur du marché. Mais tu vois, la plupart des places sont en net recul, en fait, surtout à l'heure où on enregistre ce podcast, on a connu une journée assez catastrophique, là, tu vois, puisque le S&P a perdu 3,8% à la fermeture. Donc c'est pas bon, on va être assez honnête là-dessus, là, mais tu vois, si on regarde plus au niveau des marchés, même européens, on pourrait se dire, l'effet est peut-être un peu plus conservateur parce qu'il y a il y a une pondération un peu plus faible, en titre techno. Ça reste très préoccupant. Tu vois, le Eurostock 50, qui est l'indice, on va dire, mélangé européen, perd 18,50%. Le CAC, donc la bourse de Paris, 15,8%. Le DAX, 15,4%. Le FTSE, étrangement, est un peu plus résilient puisqu'il ne perd que 2,40% depuis le début de l'année, donc depuis le 31 décembre de l'année passée. Et même les marchés asiatiques sont pareil, en net recul. Donc on se dit, ça va pas. Et on pourrait se dire, en tant qu'investisseur, je peux réinvestir par exemple dans le bond market. On sait qu'avec les taux qu'augmentent, l'intérêt, si tu veux, d'investir dans le bond market, c'est que tu as des revenus qui sont, on va dire, très sécuritaires, qui vont être plus élevés, puisqu'on sait que les yields, donc les taux d'intérêt des bons du Trésor américain ont augmenté. Je le précise à nos auditeurs aussi, ne confondez pas les taux directeurs et les bons du Trésor. Ce n'est pas la même chose. Les taux directeurs, c'est les taux qui sont au jour le jour auxquels les banques qui sont un compte à la Banque centrale se prêtent des sous. Ça fait partie des instruments, comment dire, de très court terme. Le marché des bonds et les marchés qu'on appelle le money market ou le bon du trésor, donc ce sont plus des titres de long terme,
Ce sont des taux qui sont prêtés par le gouvernement auprès d'autres investisseurs. Le gouvernement et la banque centrale, c'est deux choses différentes, même si, évidemment, la banque centrale, quand elle change sa politique de taux d'intérêt, souvent ça a un impact sur le bond market parce que ça le suit. Le bond market suit les attentes de taux d'intérêt de la banque centrale. Elle joue avec sa politique monétaire pour influer le montant d'argent qu'il y a dans l'économie. D'ailleurs, les banques centrales font des opérations à tous les jours, en fait, où elles achètent et vendent des bons. On appelle ça l'open market, c'est le nom exact, en fait, de ce... Mais on en avait déjà parlé, d'ailleurs, tu te souviens, avec le quantitative easing ou le quantitative tightening, maintenant qui commence à apparaître, et qui est le contraire, en fait, où les banques se départissent de leurs actifs qu'ils ont dans leur bilan. Et tout ça fait qu'en fait, il n'y a aucun marché qui fonctionne en ce moment. J'en parlais sur un forum où je suis membre. Il n'y a aucune classe d'actifs qui fonctionne en ce moment, en fait. Et c'est ça qui est particulièrement préoccupant. Le bond market ne va pas bien. Étrangement, il a perdu 10% cette année, si on se base sur un indice obligataire américain que j'avais trouvé. Le stock market ne fonctionne pas, alors que normalement, c'est un peu censé être contre-cyclique. Les actifs réels, par exemple l'immobilier résidentiel, ne va pas bien, parlé la semaine passée. Ça fait un effet, comment dire, je trouve un peu préoccupant, parce que tu as tout qui est ensemble dans la même direction. Et c'est là où j'ai du mal à voir en tant qu'investisseur comment me positionner. Exact. Puis c'est l'aspect systémique que je mentionnais. Tu l'as à peine effleuré, mais les cryptocurrencies, les crypto-monnaies, on n'en parle même pas de ce qui se passe présentement. C'était quelque chose C'est qui, écœurant. avant toute chose, avant tout ce qui se passe présentement, certains voyaient les cryptos, et on en parlait, les fameux stablecoins, comme étant une forme d'alternative aussi, là, un peu comme l'or et certaines commodités, là, lorsqu'il y a justement une baisse des stocks. Ce n'est pas le cas présentement. Bon, l'or, c'est tel que tel, c'est toujours très volatile présentement, mais si on regarde plus généralement les commodités, mais avec ce qui se passe en Ukraine, ça ne va pas très très bien. Il y a beaucoup de volatilité là-dessus. Euh, donc globalement, c'est comme tu dis, c'est littéralement la définition de systémique, c'est la définition de bon, ben on s'inquiète un peu parce que tout est un petit peu au rouge. Et effectivement, c'est difficile de faire de la diversification. Là. Je pense que le disclaimer était clé parce que c'est probablement le meilleur moment pour écouter le podcast parce que le but du podcast, comme on l'a dit, c'est de se poser, d'entraîner des discussions et de se poser des questions parce que c'est extrêmement important de réfléchir à ses finances présentement pour ne pas prendre des décisions émotives. C'est ça le plus gros risque qu'il y a présentement, soit des investissements émotifs ou des sorties de capitaux émotifs. Donc ça, je pense que c'est un point clé. C'est certain que tu l'as mentionné, tu as fait un bon détail sur les différents indices là, qui, avec leur chute respective, mais historiquement, on peut voir aussi que des bear markets, ça dure quand même un petit moment. Là. On peut parler parfois historiquement d'une vingtaine de mois, là, le temps de revenir à peu près au même niveau que préalablement à l'entrée initiale, la perte de 20% par rapport au pic, où on appelle ça officiellement un bear market, mais cette reprise-là, jusqu'à ce niveau-là, peut prendre une vingtaine de mois en moyenne. Comme on a dit, dans toute l'histoire, il y a eu ce qui s'est passé en 2020 qui a duré à peine quelques mois. Donc c'est certain que tout est possible. Je pense qu'on en parlait le plus largement. On a un peu un perfect storm en bon anglais là, qui existait depuis la fin de l'année 2021 là, avec la reprise qui... tout le monde s'est assis un petit peu sur la reprise post-pandémie ou du moins post-avril 2020 comme étant un peu une normalité. Tout le monde était tellement en train de faire des gains qu'on ne pensait même pas à l'aspect irrationnel de la valeur de certains stocks, dont toute l'industrie des technos. Là. Et on s'assoyait seulement sur le fait que, bon, on faisait des gains, tout était beau, mais on avait des industries et même plus généralement, le marché des actions était à certains niveaux très surévalué. Certaines personnes le soulevaient même à l'époque. Et donc, en plus de ça, avoir justement là, une économie plus largement qui allait en souffrir assez drastiquement avec ce qui se passe, comme on l'a dit, avec le contexte qu'on connaissait déjà, mais surtout ce qui se passe en Ukraine. C'est sûr qu'il n'y avait rien de mieux, entre guillemets, là, pour ne pas utiliser le terme qui n'est pas réel, là, mais il n'y avait rien de plus parfait, justement, pour que la chute soit quand même assez notoire, surtout lorsque le système commence à faire défaut. On en parlait aussi très brièvement. Là. C'est certain que la logique du bear market et la durée de ce bear market-là dépend à 100% de ce qui se passe au niveau des banques centrales et surtout au niveau de la Fed. Je continue à être un petit peu pessimiste sur la capacité de la Fed de faire un fameux soft landing, donc de bien gérer la hausse du taux directeur américain dans le but là, de justement asseoir un peu l'inflation et encore une fois, là, ne pas complètement ruiner
l'économie là, en empêchant presque toute capacité d'emprunt ou en mettant un frein énorme aux capacités d'emprunt et même aux dépenses des consommateurs à cause du coût des biens de la consommation. Donc, c'est certain que j'ai encore un doute assez drastique. J'espère qu'on va être surpris, mais plus le temps passe, plus je crois effectivement que le coup sera manqué. Historiquement, le coup a rarement été parfait là, au niveau de la hausse des taux directeurs, surtout avec la vitesse que ça se fait présentement. Là. On voit déjà la Fed qui temporise 1.5, là, 1.5, c'est 0.5, là, je tiens à noter, pas 1.5, là, juste la note est importante, mais un demi pour cent. Donc, je sais pas, ça m'inquiète un peu. Comme je dis, moi, je vois très bear. Je pense que l'aspect pessimiste des investisseurs est quand même assez présent aussi. L'espèce d'irrationalité et l'émotivité, justement, à vendre se fait également. Tu l'as dit, Gab, là, la performance et les balance sheets des compagnies ne sont plus analysées comme elles l'étaient. Même si une compagnie peut aller relativement bien, ben, si les investisseurs décident de sortir de l'industrie, ben, ils sortent de l'industrie, peu importe. Donc, c'est vrai que c'est très difficile d'investir, très difficile de faire du stock picking et très difficile également de voir son portefeuille ou ses investissements justement faire des fluctuations et ne pas trop savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense qu'il y avait un point qui était soulevé, je disais là-dessus tout à l'heure, mais c'est aussi le premier bear market de plusieurs investisseurs qui découlait des fameux Wall Street Bets. Il y a énormément d'investisseurs qui ont commencé justement autour de l'été, du printemps et de l'été 2020. Donc c'est la première fois qu'ils subissent des pertes de valeur dans les marchés boursiers. Donc, il y a énormément, encore une fois, de risques à ce que les marchés réagissent par émotivité, de par le bassin d'investisseurs un peu moins formés. On en avait parlé il y a de ça plusieurs épisodes. Mais c'est ça, notez bien le bear market. Je sais pas, Gab, si tu avais d'autres points à ajouter, là, mais à mon avis, on ne s'en sort pas de sitôt au niveau de ce bear market-là. Je pense que ça va être amplifié par la prochaine annonce de la Fed. Et je pense effectivement que de par la nature systémique des problématiques qu'on vit présentement dans l'économie et dans la finance internationale, je m'attends à ce qu'on soit plus dans une trame des crises historiques comme on peut voir et d'avoir un bear market qui dure quelques mois, du moins. Il va pas nous laisser, je crois. L'ours ne va pas finir son hibernation avant 2023, Bah, selon mon avis. En tout cas, j'espère que je vais rajouter quelques points en espérant d'être très légèrement plus positif, parce que bon, si on t'écoute, mon pauvre JP, on n'a plus vraiment de raison d'espérer. Enfin bon, j'exagère un peu, bien évidemment, là, mais je pense que quand même, il y a des points quand même positifs à retenir, on va dire, de la situation qu'on connaît, à la différence des grandes crises majeures qu'on a connues. Hein, je lisais il y a pas si longtemps de ça, je pense que c'était la semaine passée, là, mais sur la grande récession des années 30, qui on sait est peut-être la plus grande crise financière que le monde ait connue en fait dans le dernier siècle, et je pense qu'il y a un excellent exemple. Et ben cet exemple-là, en fait, la grande récession, on sait qu'elle a eu des effets qui ont duré en fait jusqu'à très longtemps. En fait, même en Allemagne, ça a été un des facteurs, si tu veux, qui a poussé l'arrivée au pouvoir des nazis, hein, en 1933, donc quand Hitler a été nommé chancelier. Là, mais on sait que ça a été les causes de l'hyperinflation qu'on a connue en Allemagne, des crises économiques structurelles qu'on a connues en France jusqu'à l'arrivée du Front populaire, je crois que c'était en 1936, tu vois. Et les États-Unis ont connu évidemment une décennie perdue, en fait, et ce qui les a relancés, c'était la Seconde Guerre mondiale. La différence qu'on voit, je pense, avec la Grande Récession, c'est déjà la durée, parce qu'on sait que il y a eu un espèce d'effet pervers, en fait, dans la Grande Récession, c'est que le secteur financier était affecté, et les banques ont fait faillite, et du coup, il n'y avait plus d'injection de capital dans l'économie. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas dans le marché actuellement. Oui, il y a de l'instabilité, oui, il y a beaucoup de fear, tout simplement, avec ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Chine. On a déjà parlé 50 fois. Je pense aussi tout ce qui arrive, on va dire plus généralement, avec l'inflation structurelle qu'on va avoir dans les prochains mois, parce qu'on le sait, j'écoutais par exemple le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, tu vois, il y a quelques jours, il nous disait qu'il s'attend encore sur 12 prochains mois à ce qu'on ait encore une inflation structurelle, tu vois. Mais je pense que ça ira mieux avec le temps. Je pense que c'est une question de mois qui vont être compliqués. C'est clair sur les marchés actions, obligations, plus généralement, les actifs réels aussi, parce que l'inflation érode les rendements, quoi qu'il arrive. Euh, mais je pense pas qu'on a des causes aussi majeures que, par exemple, la grande récession des années 30, parce que il y a ces mécanismes de protection, il y a des marchés qui sont efficients, les investisseurs sont généralement diversifiés, ils comprennent que c'est pour du long terme, ce genre de choses.
Et c'est une des raisons qui me donne des motifs d'espérer. L'autre motif, je te dirais, c'est le marché aussi de l'emploi. On sait que le marché de l'emploi, c'est souvent un indicateur, c'est est-ce que l'économie va bien. Quand les entreprises ne recrutent pas, bon, bah là, c'est un peu... tu m'excuseras pour l'expression, c'est la merde. On ne peut pas recruter. C'était le cas, par exemple, dans les années 30, où on avait des taux de chômage qui atteignaient 30%, par exemple, aux États-Unis, ce qui, aujourd'hui, c'est impensable. Je veux dire, 30% de chômage, crois-moi que on commencerait à se poser des questions. Et de manière générale, si on va en ce moment avec les tendances, on a même une des tendances, on manque de main-d'œuvre dans certains secteurs clés. Alors on sait que c'est dans certains secteurs, par exemple la restauration, le commerce de détail, etc., etc., où il y a plus de pression. Tu vois. On sait d'ailleurs que justement c'est un secteur qui est pas mal affecté aussi par les augmentations de coûts de la main-d'œuvre. Et cet effet est aussi un peu pervers parce que quand tu augmentes les salaires, les gens dépensent plus et donc du coup ça recrée de l'inflation. C'est comme un espèce de cercle vicieux en fait. Et bon, alors, si on regarde aussi par secteur, tu vois, tu as certains secteurs qui ont été plus résilients. L'exemple le plus simple, évidemment, c'est l'énergie. Bon, évidemment, ils ont profité de la guerre en Ukraine. On en a parlé avec Saudi Aramco qui a eu des milliards de bénéfices jamais obtenus. Euh, comment dire, certains secteurs qui ont été très légèrement plus résilients, en fait, au niveau des secteurs très valeurs. Par exemple, le commerce de détail, donc ce qu'on appelle le staples en anglais. Dans la classification qu'on appelle Geeks, eh ben, n'a perdu que 10% par rapport aux autres secteurs. Alors que bon, d'autres, par exemple la consommation discrétionnaire, comme son nom l'indique, est plus, concerne beaucoup plus des biens élastiques, c'est-à-dire que les consommateurs, quand les prix augmentent, ils vont être moins susceptibles de l'acheter. Et ben, c'est clair qu'ils ont été un peu plus en difficulté. Donc moi je dirais, pour les prochains mois, et je laisserai peut-être la conversation là-dessus, là, mais je pense qu'il faut être résilient, il faut être conscient des enjeux actuels, il faut être prudent. C'est plus ça. Il ne faut pas non plus s'amuser à faire des YOLO stocks ou investir dans des cryptos, par exemple, dans des classes d'actifs qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien. Et je pense qu'être résilient et d'être, on va dire, un investisseur, encore une fois, de long terme, ça peut être la meilleure stratégie en ce moment. Investissez, mais soyez prudent comme je pense toujours, mais dans ce contexte-là, il faut l'être encore plus. Absolument. Non, exact. Je pense que le risque est amplifié, là. Donc, c'est un sujet très intéressant. Je pense que c'est teinté là, de plusieurs épisodes qui sont passés, de plusieurs épisodes qui seront à venir, là. Donc, on va essayer de le suivre. Effectivement, si le bear market peut s'en sortir le plus vite possible, tout le monde en sera content. Mais l'économie et la finance, plus globalement, là, semblaient être dû pour une correction. On le rappellera, on en parlait même au tout début du podcast, avant même la pandémie. On parlait d'un besoin de peut-être un espèce de recul ou une remise à niveau là, de l'économie et de la finance mondiale. La pandémie est arrivée, on s'est rendu compte que le recul a été très arbitraire et c'est revenu à la normale sur les chapeaux de roue, mais effectivement, ce fameux recul-là est peut-être dû présentement. Laissons ça dans les mains de nos chers décideurs et de notre cher Monsieur Powell, qu'on salue encore une fois pour le 7e épisode de suite. S'il nous écoute, on te dit bonjour, Jay. On le salue et on lui souhaite bonne chance dans sa future annonce de peut-être un petit... C'est mercredi, hein. Mercredi, écoutez ça parce que c'est vrai que ça va être important, là. Exact, ça va encore une fois rajouter dans la performance de cette semaine au niveau des marchés, donc suivez les bourses, toujours intéressant de ce temps-ci. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, un place au débat, qui, encore une fois, le premier était un petit peu teinté d'un place au débat aussi, mais le second le sera encore plus. Donc, deuxième segment, commençons ça maintenant. Parfait. Donc deuxième sujet, un questionnement un peu, encore une fois, sur un type d'investissement, un type d'investisseur, un type de fonds d'investissement également, là, qui est en anglais le venture capital ou le capital de risque, qui typiquement là, sont des investissements dans des projets ou dans des compagnies là, qui ont des risques substantiels, qui vont avoir souvent là, des compagnies qui vont être des startups ou même des projets qui n'ont même pas encore commencé. Donc c'est des investissements qui sont très tôt dans des compagnies, avec en général sur papier un potentiel d'expansion, un potentiel de croissance qui est relativement prouvé. Mais qui, encore une fois, est un petit peu, en bon anglais, c'est un peu flip a coin là, dans plusieurs types d'investissements. Le VC investing, les VC funds ont été souvent vus comme étant certains, au lieu de dire venture, ça pouvait presque être vulture. Là. Ces compagnies-là avaient des tendances là, à investir et à prendre beaucoup de contrôle ou beaucoup
à s'imprégner beaucoup dans la compagnie, dans le futur d'une compagnie. Là, souvent, un scénario qu'on pouvait avoir, c'était, moi, je partais ma petite compagnie, j'avais un beau projet sur papier et Gab, par exemple, serait un richissime ange investisseur et décidait d'investir dans mon projet. Mais souvent, à l'époque, et avant 2020 principalement, là, on voyait des personnes comme Gab, les fameux anges investisseurs ou les VC funds qui, justement, là, avaient beaucoup de mots à dire dans l'évolution de la compagnie et restaient, là, à part assez importante propriétaire de cette compagnie-là pour la suite des choses. Il y a eu une tangente qui a changé au cours de 2020, et Gab, tu pourras parler là-dessus, là, mais c'est un peu mon avis, mais il y a des faits quand même qui le prouvent, là, où avec justement cette effervescence boursière qui a suivi là, avril 2020, les VC funds ont vu l'opportunité d'investir dans un paquet de projets et les restrictions, entre guillemets, ou l'espèce de lien qui restait entre ces fonds-là ou ces anges investisseurs-là et la compagnie était beaucoup plus simple. Il y avait beaucoup moins de critères, il y avait beaucoup moins de... C'est un petit peu un contrat. Là. Si j'investis dans une compagnie qui est en développement, qui a un beau projet parfait, mais je m'attends à tac, 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 tac en termes d'atteinte pour des... Je peux donner des cibles, etc. C'est un peu les Dragon's Den de ce monde, là, la bonne vieille émission anglaise sur ce genre de projet-là. Mais 2020-2021 a été vraiment marqué par énormément d'investissements en venture capital. Il y a eu des chiffres qui étaient presque records également là, en termes de volume d'investissement dans les VC. Et justement, cette tangente-là est allée, et je pense que c'est un peu ça le point que tu avais avec Gab, là, mais a changé. Là. Je pense que c'était plus de 125 milliards de dollars US qui ont été investis seulement en 2021 au Canada et aux États-Unis par des fonds justement de venture. Et présentement, pour 2022, on est à presque un bon 90 milliards de dollars, donc c'est déjà plus de la moitié, on est à la moitié de l'année également. Donc ça montre que on semble avoir une trame où le VC reste pertinent. Moi, ma vision, c'est on revient un peu à l'époque. Là, il y avait pré-2020, donc on avait des critères bien définis, on avait des anges investisseurs, des VC funds qui étaient très impliqués dans le projet dans lequel ils investissaient. Il y a eu 2020-2021 qui a eu plein d'argent investi, mais très peu de critères, beaucoup de lousses qui étaient données aux compagnies. Et là, à mon avis, le VC ne va pas disparaître, c'est ma position là, par rapport à la question qu'on se pose, ne va pas disparaître. Selon moi, ça va continuer à être une solution risquée d'investissement pour des fonds, mais à fort rendement. Mais on va revenir à la position de l'époque. On va revenir à des anges investisseurs et des fonds très présents dans l'évolution et dans les phases de croissance des compagnies et des investisseurs. Il va y avoir beaucoup moins de marge de manœuvre qu'on laissait à ces petits innovateurs qui n'avaient pas nécessairement des capacités de gestion incroyables, mais qui en 2020-2021 faisaient un peu ce qu'ils voulaient parce que, anyway, tout était un succès. Les marchés allaient tellement bien. Là. Ouais, après l'industrie du VC, pour le coup, je dois t'avouer, je vais avoir un point de vue un peu plus négatif pour le coup, alors que j'étais plus enthousiaste que toi sur l'état des marchés plus généralement. Là. Bon, je dois t'avouer, j'ai été pas mal, parfois un peu dégoûté du marketing en fait derrière le venture capital. Où, en fait, souvent on te promet en fait des rendements mirifiques ou souvent très intéressants, mais avec un risque évidemment hyper élevé. Alors j'ai du mal à voir l'intérêt justement de ce genre de produit puisque ça offre une corrélation très élevée au marché traditionnel, hein, parce qu'on le voit d'ailleurs en ce moment. La plupart des indices d'ailleurs de VC, on le voit, ça se casse la gueule, ils ont tous quasiment perdu 50% de leur valeur, hein, puisque tu vois la plupart des fonds. Je sais qu'il y a certains indices qui existent en fait dans l'industrie, mais bon, la source des data n'est pas toujours très fiable, étant donné que c'est des investissements privés, donc les NAV ne sont pas publics, donc les cotes en fait de ces fonds-là sont pas publiques, puis elles sont pas mises à jour à tous les jours, donc c'est pas parfait, mais je sais que l'indice de Refinitiv avait perdu 50% de sa valeur environ depuis le début de l'année, donc, ce qui est évidemment une catastrophe. Hein, en fait, très similaire en fait à ce qui se fait dans les actions en fait publiques de technologie de l'information, les titres qui ont un bêta très élevé, pour ceux qui ça intéresse un peu plus le screening, donc la sélection de stocks ou d'actions. Mes rendements sont pas folichons, je dirais il y a une très forte corrélation et j'ai du mal en fait à voir les fondamentaux souvent derrière les pitch IDs, donc souvent les documentations que les compagnies donnent aux investisseurs quand ils font des rondes de financement. Ça se teinte souvent de marketing et puis de promesses qui sont parfois un peu mirifiques. Hein. Je voyais par exemple des startups qui voulaient se lancer par exemple dans des machines pour presser des jus d'orange. Tu vas dire que tu vas... Mec, achète-toi une centrifugeuse, puis regarde, tu peux te faire tes propres fruits
des jus de fruits frais. Enfin, tu vois, ce genre de projet un peu délirant où j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de potentiel. Il y a eu beaucoup de scams, on le sait. Par exemple, le scandale Terranos, on s'en reparlait. D'ailleurs, c'est drôle en off, JP, là, mais je pense que c'est un bon exemple, en fait, d'idées souvent mirifiques, où tu es révolutionnaire, mais concrètement, il se passe pas grand-chose. Des idées révolutionnaires, j'ai l'impression qu'il y en a une sur 100 qui fonctionne bien, et souvent, ça se casse la gueule. Alors, tu vas me dire, ça fait partie du core business, hein, du venture capital, c'est normal. Souvent, tu fais beaucoup d'argent avec comment dire, un nested egg, là, avec un œuf un de tes œufs qui va être en or, puis les autres, ils vont tous pourrir. Mais j'ai l'impression que le nombre d'idées révolutionnaires tend à diminuer avec le temps. Là, tu vois, à un moment donné, tu as eu la vague des réseaux sociaux, ce qu'on appelait le Web 2. Maintenant, tu as le Web 3 avec maintenant tout ce qui est crypto, etc. Où tu as beaucoup d'idées qui sont très intéressantes sur le papier, mais concrètement, tu as du mal à voir les applications de tous ces produits-là, etc. Donc je me répète peut-être là, mais j'ai un peu du mal à voir en fait réellement la pertinence de ces produits-là. Autre point, puis je te laisse continuer là-dessus, JP, que j'ai personnellement du mal à voir, c'est qu'on voit de plus en plus aussi de startups qui te proposent des abonnements, des systèmes de SaaS, etc. Donc des subscription as a service. Donc tu vois, un abonnement pour faire tel truc, un abonnement pour... je suis en train d'écrire mon mémoire, vous le savez là, un abonnement pour Grammarly, un abonnement pour tel service. Et je trouve que je comprends pas comment les gens pensent pas que c'est pas pénible, tu vois, ce genre de système-là. Donc pareil, j'ai du mal à voir la pertinence, on va dire, de cette industrie-là sur long terme. Bon, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes parfois, mais elles sont malheureusement, j'ai l'impression, trop rares. Là. Ouais, ben moi, tu vois, ma vision du fait que, tu sais, je pense que le VC et surtout les VC funds vont rester pertinents dans le temps, je le vois plus comme étant l'intérêt des fonds de venture capital va toujours être présent. Je pense qu'il va toujours avoir des capitaux, il va toujours avoir des fonds ou des anges investisseurs qui vont avoir la capacité et l'intérêt d'investir dans des compagnies qui sont, en bon anglais, dans des early stage. Je crois par contre que le côté qui va entraîner la variation là, justement de ces fonds, de ces investissements-là en venture capital, vient plus du côté, comme tu l'as dit, des nouveaux projets, des nouvelles compagnies, des nouvelles idées. Moi, je vois moins ça comme tu le présentes un peu comme étant un déclin, là, le fait qu'il y a comme tu mentionnes, il y a un peu, tu dis, il y a de moins en moins d'innovation possible. Ma vision, c'est plus très cyclique. Je pense qu'il y a des périodes où ça va être en fort effervescence. Tu as dit Web 2, on peut parler même des années 2000, etc. Et il y a des périodes où ça va être justement en décroissance, mais je vois ça comme étant très cyclique et très lié justement au contexte économique. Je pense qu'on le mentionne, si le taux directeur augmente, l'endettement augmente, ben ces compagnies-là là, qui ont des idées, le fait de mettre en place un projet puis de justement lancer les premières phases d'une startup, ça prend du financement. Ils font pas ça juste avec ce que les fonds de VC vont leur donner. Oui, c'est une bonne part justement de leur investissement ou de leurs capitaux pour lancer tout ça, mais il y a énormément qui vient du financement, il y a énormément qui vient de lignes de crédit, etc. Et je pense que justement, une période où ça coûte beaucoup plus cher de s'endetter, ben, c'est une période où les idées et les intérêts justement de lancer une compagnie ou de mettre sur papier un nouveau projet révolutionnaire, ben, il y en a de moins en moins. Donc, ma vision, c'est le VC, c'est quelque chose de beaucoup plus stable qu'on pense. C'est pas quelque chose qui est en déclin parce que l'intérêt d'un côté est toujours présent. Il y a toujours du monde qui ont des capitaux et de la volonté de diversifier leurs actifs en mettant dans des compagnies en développement ou en démarrage. Et de l'autre côté, c'est vraiment, ben, tout dépend, encore une fois, pour le volume d'investissement en VC des projets. Et ces projets-là, je crois que le contexte 2022, le contexte peut-être 2023, avec un taux d'intérêt plus élevé, un endettement plus élevé, il y en aura moins. Mais qui dit rabaissement des taux directeurs, le fait de rendre le financement plus accessible, je pense que ça va ramener des idées de projet, je pense que ça va ramener encore une fois le vent dans les voiles pour le venture capital parce que la technologie continue à évoluer et on continue à faire, tu sais, le leap technologique n'a pas arrêté. On croit toujours, ok, ben, tu sais, le métavers, on est rendu au bout, les cryptos, on est rendu au bout, on arrive toujours à un autre niveau. Il y a des leaps qui sont toujours possibles. On rappelle, en 2000, je veux dire, on avait chacun une tour physique et on était sur Windows Vista, là, tu sais, puis maintenant, un peu plus, puis notre laptop peut faire notre travail de maîtrise par lui-même, là. Pendant qu'après ça, je vais aller me prendre un café au Starbucks où je peux commander avant, puis prendre, à la limite, si j'avais un véhicule électrique, le faire conduire par lui-même. Donc je me dis, les possibilités de projet, la croissance technologique va toujours rester, et tout dépend, encore une fois, du contexte économique, du contexte à l'accès au financement, ou
tout, au final, va se niveler, tout va être cyclique. Je pense que le VC, on l'a dit, était très favorable, a très bien performé en 2020, 2021, 2022, ça va pas si mal. Je pense qu'un ralentissement économique va amener une baisse, mais que c'est pas, comme tu peux le mentionner, il y a peut-être une pente fatale du VC. Je pense que ça va toujours rester présent et je pense qu'il y aura toujours des idées. Encore une fois, peut-être premier segment plus pessimiste de ma part et plus optimiste de ta part. Deuxième segment peut-être plus pessimiste de ta part et plus optimiste de ma part. Là, on se balance bien là-dessus. Mais à mon avis, le VC existe toujours et va toujours exister et va toujours, encore une fois, se balancer avec des with peaks and valleys, si on peut, peut faire une petite corrélation, au niveau, j'allais dire terrain, mais ça marche pas, celle-ci. Le terme exact ne me vient pas, là, mais bref. On s'est compris. Mais c'est là où, tu vois, je dis que je suis un peu plus pessimiste. Après, ça, c'est dans ma nature, vous le savez, de loup, value investor, etc. Buffett franco-canadien junior. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça là que je me définirais. Mais bon, enfin, j'exagère peut-être un peu. La différence, c'est que tu vois, j'ai pas le patrimoine de Warren. Peut-être un jour, ça viendra. Mais celle-là, je vais la rire. Je vais te la répéter souvent, celle-là, dans les prochains mois. Ouais, ça va. Vous en souviendrez. Buffett franco-canadien junior, j'avoue que ça, c'est quand même beau. J'espère que lorsque tu auras accès à un passeport canadien, j'ose espérer que tu feras un changement de nom. Ouais, ça serait bien, ça, d'ailleurs, un jour, que tu puisses rajouter un middle name, genre Gabriel Buffett, pour pas rajouter mon nom de famille, là, mais ce serait cool. Mais bon, enfin bref, on diverge, mais on diverge. Mais c'est vrai que c'est là où on s'oppose un peu. Bon, moi, ma nature value me sous-tend à dire que, bon, on a tendance à être un peu plus conservateur, etc. Là. Mais ce que je remarque quand même, et je pense qu'on pourra conclure là-dessus, là, mais il y a de moins en moins d'idées révolutionnaires. On en parlait, tu vois, il y a 2 semaines avec Thomas, là, mais il y a moins en moins de révolutions majeures, en fait, dans l'informatique depuis quelques années. Alors, certains diront le métavers, etc. Bon, le métavers, aujourd'hui, ça ressemble à Second Life il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Qui, tu te souviens, je sais pas si tu as connu ça à l'époque, là, mais c'était un espèce de réseau social bizarre où tu pouvais faire des villes avec tes amis, etc. Tu avais comme une économie parallèle, là, mais ça ressemble beaucoup à ça, le métaverse de Facebook, en tout cas, là, à l'heure où on se parle, là, mais j'ai du mal à voir l'intérêt. J'allais dire, c'est un peu le club pingouin on steroids. Ouais, c'est exact. Club Pingouin, Habbo Hotel, je sais pas si t'avais connu ça aussi, toi. C'était le bon temps où on allait sur des sites de jeux en ligne puis on réalisait pas c'était quoi les virus. C'est ça, moi j'ai connu ça, Habbo Hotel, j'ai connu Dofus à l'époque, enfin bref, ça fait beaucoup trop longtemps, là. Pareil, on diverge, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de révolution majeure, à part peut-être un peu plus de qualité, plus de vitesse, etc. La loi de Moore, j'ai l'impression ne se tient de moins en moins, là. Donc, il disait que la puissance est double à chaque année, là. J'ai l'impression que ça se tient plus vraiment, là. Et donc la taille des microprocesseurs diminue de plus en plus. J'ai l'impression que l'industrie, de manière générale, et je pense que depuis 5-6 ans, on le voit, est de moins en moins révolutionnaire. Et bon, est-ce qu'on va réussir à trouver des idées innovantes qui nécessitent du VC ? C'est là où on va se poser la question. Tu penses, JP, toi, c'est le cas ? Moi, je pense que oui, ça va se continuer à se faire. Je dis pas que cette industrie-là va disparaître complètement, mais j'ai l'impression que il va y avoir peut-être une baisse d'activité dans le VC qui va être importante. Et pas dans les toilettes, hein. C'était pas très bon, mais bon, ça c'est un jeu de mots pour un côté de l'Atlantique, parce qu'au Québec ça ne nous dit absolument rien. Exact. Et pour et tu vois, là, par exemple, la tendance récente avec les SPAC qui ont complètement disparu, là, il y a 1 an, on parlait que de ça. J'avais un autre ami, je sais, tu vois de qui je veux parler, là, ça restera une private joke, là, mais on parlait à chaque semaine des SPAC. Et aujourd'hui, qui parle des SPAC aujourd'hui ? Je veux dire, ça a complètement disparu. Enfin, c'est un feu de paille financier incroyable. C'est beaucoup de bullshit, beaucoup de belles promesses. Puis regarde, toutes les compagnies qui sont passées sur des SPAC se sont complètement cassées, pour le moment cassées la gueule. Là, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Là. Il y en a eu plein. Là, puis je ne vais pas toutes les citer parce que ça prendrait trop de temps. Là, mais je pense qu'il y en a eu quand même une 50aine au total là, qui sont passées par des SPAC depuis 2 ans. Là.
Et on n'entend plus parler. Et pour le coup, c'est des choses qu'il va falloir se remettre en question, tu vois, dans le futur. Et je pense qu'il est temps pour nous de rendre l'antenne après. Tu m'excuseras là, mais ce long monologue là. Non, mais tu sais, je pense que c'était assez intéressant. Là. C'était un autre épisode très fluide, là, comme on l'a dit. Taux d'occupation le voulait, là, c'était un peu à l'improviste, mais les deux sujets étaient très intéressants. Puis comme je dis, je pense que le contexte économique, puis tu pourras faire la fin là-dessus, là, mais le contexte économique et financier amène beaucoup de discussions d'opinion. Et comme on disait à la base, le podcast était basé sur le fait que ben, Gab et moi allons se parler soit en présentiel, soit par téléphone, soit peu importe quel moyen de communication, de finance. Maintenant, c'est exactement ça. Si on rend l'antenne et on coupe par la suite, on pourrait très bien parler pendant 1 heure et continuer le débat sur d'autres Par sujets. télégraphe Donc, même à l'époque. absolument, code morse, on était très efficace, mais tu sais, je pense que la nature du podcast était faite pour les sujets actuels, donc j'aime beaucoup la trame qu'on a dans les dernières semaines. Je trouve que ça rend les discussions très intéressantes en espérant que, chers auditeurs, c'est la même chose de votre côté et que vous prenez un peu notre sujet de discussion, vous retournez avec vos amis et vous poursuivez le débat. C'est encore une fois la nature parfaite de ce qu'on fait présentement. D'ailleurs, salutations à nouveau à tous nos auditeurs, particulièrement sur YouTube. Et je te laisse faire le mot de la fin, mais je trouve que les données sur YouTube sont très bonnes. N'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire. C'est la plateforme clé pour communiquer avec nous. Mentionner encore une fois, soit relancer le débat, donner votre avis. N'hésitez pas, là, mais le taux d'écoute sur YouTube, étonnamment, est très élevé. Mais pour nos auditeurs là, sur plateforme audio, Gab, je te laisse continuer avec où est-ce qu'on peut nous retrouver et qu'est-ce qu'on peut faire là, également pour assurer le référencement. Là, T'as quasiment tout dit, mais ouais, évidemment, n'oubliez pas YouTube, les commentaires, le petit like, le petit pouce, s'il vous plaît. Apple Podcast, Spotify, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer. Je pense que je les ai toutes faites. Ça, c'est pour nos plateformes audio. Vous pouvez vous abonner sur ces dernières. Mettre peut-être des étoiles si ça existe, en tout cas sur la plateforme où vous vous trouvez. Partagez aussi à vos amis, famille. C'est la meilleure façon aussi de nous faire connaître et puis de nous encourager à faire ce qu'on fait. Tu vois, c'est toujours avec grand plaisir que je le fais. J'ai toujours énormément de fun à chaque semaine à faire le podcast. Donc si ça vous a plu, bah dites-le. Puis donnez-nous notre avis. Si vous avez des suggestions aussi d'épisodes, ça me fera plaisir de les traiter. Donc vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail ou mettre un commentaire. Encore une fois, le commentaire, c'est mieux. Ça nous permet de le voir plus facilement. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et merci encore pour votre écoute. Bonne semaine tout le monde. Salut.